Da dee la lam dum dee dee day da dee la lam dum dee dee day da dee lam dum da dee la dee ding da dee la dee dee dum dee da dee la dee dee dum dee da dee dee day hum dee dee dum dee dee day hum dee dee dum dee dee day ha dee dum da dee dee day ding da dee la dee dee dum dee da dee la dee dee dum dee da dee dee day. Je me présente, Alexandre Pampalon, votre hôte. Le Québec est le berceau des cageux, les rafman. Ce métier du 19e siècle, une source de fierté pour l'Outaouais. Les cageux assemblaient jusqu'à 200 radeaux de bois équarri qu'on naviguait de l'Outaouais et des Grands Lacs jusqu'à Québec. Partageons ensemble avec nos héros les cageux cette épopée maritime dans l'émission L'Outaouais légendaire. Je vous présente Isabelle Regout. Nous œuvrons tous les deux en médiation culturelle. Bonjour Alexandre, merci de m'inviter dans cette magnifique émission. Alors, on se trouve aujourd'hui au Centre de préservation de Bibliothèques et Archives Canada, un lieu qui nous accueille parce qu'il y a de nombreuses œuvres dans les voûtes de la Bibliothèque et Archives Canada qui concernent l'ère des cageux. Donc, ça fait déjà une décennie qu'on mène une enquête historique sur les cageux et ça nous mène aujourd'hui à ouvrir les portes de ce temple moderne de la mémoire. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous dressons le portrait des cageux. Pour commencer, en fait, Isabelle, l'expression « timber », sais-tu d'où elle vient? J'ai un soupçon, mais je t'écoute. Alors, il y a 200 ans, quand les bûcherons coupaient les bois pour en faire du bois équarri, en fait, timber en anglais, ça veut dire bois équarri. Donc, ils criaient ensemble « Timber !» Alors, il faut savoir que ce bois équarri était fait pour faire les radeaux, les cages. Et on dit que timber, c'est justement ce bois carré. C'est intéressant parce que c'est resté même par la suite dans le milieu forestier. C'est une expression qui est restée parce que même si on ne faisait plus de bois équarri et qu'en réalité, on récoltait du bois pour les scieries ou les papeteries du bois entier avec leur écorce, on a gardé cette expression-là, timber. Il faut dire que le mot bille, bois carré, bois équarri, les plançons, c'est un peu plus technique, mais quand tu entends quelqu'un, ou si tu vas entendre quelqu'un dire plançon, on va savoir qu'il a écouté cet épisode. Assurément. L'Ottawa nous entraîne. Y a-t-il des photographes connus qui ont documenté l'ère des cageux? Oui, Alexandre, tout à fait. Au Canada, il va y avoir des pionniers qui vont vraiment faire évoluer la technique de la photographie et également, évidemment, l'esthétique. Et je vais vous parler de quelques photographes et nous allons découvrir certaines de leurs œuvres en lien avec l'ère des cages durant cet épisode. Alors, il y a William Notman, qui est le plus connu, le photographe le plus connu du côté de Montréal. Il y a aussi William James Topley, lui plus connu du côté d'Ottawa. Il y a, je fais un clin d'œil à Élise Lheureux, qui est l'épouse et associée de Monsieur Jules Isaïe Benoît dit Livernois. C'est important parce que c'était le studio de photographie à Québec le plus important, donc le studio francophone le plus important du Québec. Et il faut dire qu'ils ont réussi à monter une collection de plus de 300 000 clichés photographiques. C'est assez impressionnant durant leurs opérations. Un dernier photographe qui vaut la peine d'être mentionné, c'est Alexander Anderson, qui est canadien, mais d'origine écossaise. Il est né à Édimbourg. Et M. Anderson c'est un bourgeois, donc il vient d'une famille aisée. Il va faire des photographies vraiment comme amateur,
Mais dans les années 1800, vers le milieu du siècle, 1866-67, il va devenir professionnel et il est reconnu pour avoir capté des paysages canadiens importants. Alors, M. Anderson a monté dans les chantiers forestiers, il a vu les cageux sur nos cours d'eau et il nous a laissé comme témoin oculaire de l'époque un patrimoine d'exception. Justement, pourquoi on utilise les cours d'eau pour déplacer le bois, les radeaux, les cages? C'est, il faut dire, un moyen très économique, mais ce n'est pas n'importe quelle essence d'arbre qui va flotter. Donc, on va vraiment garder en tête que les arbres à essence, en fait à sève, vont avoir tendance, fraîchement coupés, à couler par leur poids, leur densité, mais les arbres à résine vont, malgré qu'ils sont fraîchement coupés, avoir la capacité de flotter. Alors, les radeaux, la base du radeau, des cages ou des trains de bois, c'est vraiment fait avec des arbres résineux et en l'occurrence, nos fameux grands pins blancs. Alors, sur une photo de Anderson qu'on veut vous partager, vous voyez une embâcle de bois équarri. C'est du bois carré, plutôt rare, parce que on va reconnaître beaucoup les photos. Il y a beaucoup de photos avec du bois rond, donc le bois de drave. Mais Anderson va capter une photo ici où on voit ces fameux bois qui sont des bois destinés à l'exportation, des bois qu'on va encager, qu'on va mettre en radeau, qu'on va mettre en cage. Alors, dans le cycle proto-industriel, il faut dire que les cageux sont également des bûcherons. Les bûcherons sont des cageux parce que ces hommes vont monter dans les chantiers, ils vont se dévouer durant tout l'hiver à faire la coupe du bois et au printemps, ils vont encager, donc ces forestiers vont devenir des marins atypiques le printemps venu parce qu'ils vont mener ces grandes îles flottantes jusqu'à Québec. Donc, on leur demande quand même beaucoup de connaissances pour pouvoir mener ces grandes opérations. Donc, les radeaux sont à la fois la marchandise qui est précieuse à l'époque pour l'Angleterre et aussi le moyen de transport, donc moyen de transport économique. Alors, c'est un enjeu important. J'ajouterais qu'après la conquête, donc on passe de la Nouvelle-France, où on connaît bien nos voyageurs comme des coureurs des bois, ce terme de voyageur va évoluer. C'est un mot qui va maintenant englober, après la conquête, le mot cageux, le mot rafman, parce que ces rafman vont entreprendre de très longs trajets. Pourquoi on appelle cette énorme plateforme, cette cage, une île flottante, un village flottant, une forêt flottante? Quelle belle question, Alexandre. En fait, c'est tout à fait vrai. On retrouve ces expressions-là dans les ouvrages, les journaux, les chroniques anciennes, donc de l'époque, pour nous décrire le train de bois, décrire la cage. Il faut dire qu'on va vous présenter à l'instant une image qui montre un seul bois équarri qui a été finalement rejeté par le fond marin du fleuve Saint-Laurent et qui, dans son environnement, on voit le château Frontenac en arrière-plan, qui montre finalement la dimension colossale des bois de l'époque. Alors, on peut se dire qu'un bois équarri livré pour la couronne anglaise avait des mesures assez standards. Donc, les pins blancs avaient de face, c'était carré, donc un 2 pieds par 2 pieds, et une longueur de 40 pieds par 60 pieds. Donc, il y avait les deux mesures. Et se dire aussi qu'en mètres, on peut parler de 12 mètres ou 12 ou 18 mètres de long. Donc, c'est quand même des pièces colossales. En pin blanc, on peut parler d'un poids de 2 tonnes. Quand on parle d'un chêne, on va hisser ce poids-là à 4 tonnes. Donc, on se rappelle là, que les radeaux, la base, c'est fait en pin blanc. Donc, vous voyez, là, c'est gigantesque les opérations que les cageux doivent mener. Ici, on ne voit qu'une seule pièce de bois sur cette photo contemporaine. Mais quand on parle d'un radeau ou d'une cage, voilà qu'on va assembler plusieurs plançons. Une cage peut assembler de 2000 à 3000 bois équarris. Alors, c'est quand même impressionnant. La grandeur d'une cage
On parle de 500 mètres de long, un demi-kilomètre de long par 60 mètres de large. Alors, la cage va être équipée comme un bâtiment maritime, un mât, même plusieurs mâts, des voiles, des ancres, des rames. On va avoir des cordages autant que des chaînes. Mais les cageux vont avoir aussi quelques habitations à bord parce que c'est des longs trajets. On parle de la cambuse. C'est un peu la cantine, hein, où les hommes vont se rassembler pour partager un repas autour du feu. Et donc, après avoir pris une bonne assiété de fèves au lard, de bines, alors on peut imaginer qu'ils vont aller se rincer le gosier avec un peu d'eau de la rivière ou du fleuve dans une cope, un gobelet que les voyageurs sculptent eux-mêmes. Santé! Alexandre, ces gobelets, nos cageux les sculptaient dans une loupe d'arbre. Qu'est-ce qu'une loupe? Une loupe, c'est une excroissance sur le tronc de l'arbre ou d'une racine. Et ce qui est spécial, c'est que c'est veineux et les fibres sont croisées. Donc, c'est très résistant et ça ne se fend pas. Aussi, j'avais une question à te demander. Ils logent sur la cage. Ils ont, on dirait, des maisonnettes à bord. Plusieurs maisonnettes. Pourrais-tu nous les décrire? En fait, les maisonnettes étaient la longueur d'un homme et à peu près 4 pieds de haut. Donc, les hommes, en fait, rampaient pour rentrer dans les maisonnettes. Il y avait une alternance parce que, bon, par rapport aux hommes, il y avait une 50aine de maisons pour une 100aine de cageux. Et, bon, ils passaient la nuit un après l'autre. Donc, ils devaient garder, surveiller la cage et de jour, c'est des équipages, hein? Des Donc, quarts, oui, il y avait des ils quarts. avaient quand même des moments de repos, donc on pouvait se rendre à sa maisonnette. Donc, c'était quand même une organisation vraiment d'un chantier maritime et qui amène quand même à des conditions assez extrêmes parce qu'on est sous le joug un peu de mère nature, hein? Il pleut, il fait froid, il fait un soleil ardent. Tout ça fait que les hommes sont quand même éprouvés sur le long du parcours. Et on voit aussi qu'il y avait des plus grandes maisonnettes pour le pilote et le maître de cage. Ah, il s'installait un peu mieux. Notre Joe Montferrand savait faire quand même. Alors, vous dire que cet équipage de 100 hommes environ devait mener jusqu'à Québec un train de bois, une cage qui pouvait peser de 7 000 à 8 000 tonnes de bois. Alors, sur la photo de Anderson, le photographe, ici, on voit qu'il est près d'une cambuse, là où les hommes vont se rassasier. Et donc, il a probablement discuté avec un membre de l'équipage pour monter à bord, peut-être même d'un guide de cage, sûrement. Et il a peut-être partagé un repas avec eux. Il a peut-être vu les vêtements des cageux exposés sur une de ces maisonnettes séchées au soleil, puis un peu redonner à l'étoffe du pays la fraîcheur du jour. Donc, c'est dire qu'Anderson a été témoin de ces modes de vie des cageux qui sont franchement ardus, mais Anderson nous rapporte, c'est comme si on remontait le temps 200 ans plus tôt, en un clin d'œil. En fait, on voit sur certaines des images des canaux. On voit des radeaux, mais on voit des canaux. Peux-tu nous en parler? Pourquoi y a-t-il des canaux? C'est plutôt normal, en fait. Les cageux vont monter à bord autant des canaux que des radeaux. Alors, en gros, lorsque les saisons, on va vraiment aller sur la roue des saisons, l'automne arrive. Voilà nos cageux qui veulent s'engager, partent, remontent le courant pour aller vers Bytown, l'ancien nom de la ville d'Ottawa, et vont prendre leur canot pour aller dans les chantiers forestiers. Le canot va être au repos durant la saison froide et va reprendre son service au printemps parce qu'en réalité, les cageux, lorsqu'ils vont mettre les bois équarris, en fait, dans une baie où on peut assembler les bois et faire les radeaux, avant de quitter et descendre la rivière des Outaouais vers Québec, ils vont y mettre à bord leurs biens, incluant les canots. Donc, ces canots, en fait, au fil des descentes, ces canaux vont servir aussi à aller voir des gens s'approvisionner en cours de route sur les rivages.
le trajet des cageux va se terminer à Québec. Et on peut s'imaginer que nos cageux qui ont risqué leur vie tout au long, ils vont fêter un peu, beaucoup à Québec. Et lorsqu'ils auront un bon mal de tête, là, ils vont reprendre leur canot et remonter pour aller à leur hameau, à leur village, parce qu'on les attend. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Et dites-vous que le cycle va recommencer l'automne suivant, où les hommes qui veulent remonter dans les chantiers, on est reparti avec le même, finalement le même paysage. On reconnaît que les cageux sont très ingénieux. En fait, cette ingéniosité, dans les obstacles, qu'est-ce qu'ils font? Dans les rapides, les chutes, les sauts, les écueils. Comment ils vont gérer ça? C'est difficile. Et d'ailleurs, les cageux de l'Outaouais sont hissés en héros parce on va parler des cageux du Nord. L'Outaouais est vraiment associé aux cageux dits du Nord, les cageux du Sud étant ceux du côté du Haut-Saint-Laurent, de Kingston, donc simplement parce que géographiquement, c'est un peu plus au sud, mais allons pas trop loin. Donc, si on revient en Outaouais, nos fameux cageux vont vraiment affronter effectivement les rapides, les chutes. Tout ça, c'est extrêmement dangereux, mais leur mission, c'est d'apporter le bois. Il y a beaucoup de morts d'hommes en cours de route. C'est le bois qui est le plus important à l'époque, malheureusement. Donc, on est quand même dans une dynamique où il y a une pression pour livrer le bois. Alors, dire que l'Outaouais va avoir la particularité de mettre en place, tout au long de cette longue rivière de 1271 kilomètres, Oui. ils vont installer un système de glissoire à radeau qui fait en sorte qu'on va pouvoir, par ce canal de contournement absolument révolutionnaire, contourner ces chutes et rapides jugées les plus dangereuses. Donc, on parle d'une dizaine de glissoirs qui vont être installés le long du parcours. Dites-vous que, absolument, lorsqu'on arrive à un glissoir, on va devoir désassembler le train de bois qui contient 200 radeaux et passer les radeaux un à un dans le glissoir pour réassembler la cage en aval. Donc, c'est quand même un travail. Avant l'arrivée du glissoir sur la rivière des Outaouais, imaginez qu'on devait finalement abandonner le train de bois à son sort lorsqu'on arrivait à un obstacle naturel. Alors, on a gagné de temps, on a certainement sauvé quelques vies d'hommes et surtout, on a préservé le matériel pour la couronne anglaise. Alors, le mode de fabrication des radeaux de l'Outaouais va vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir distinguer la cage qui vient du nord, la cage de l'Outaouais. J'ajouterais que le mode de fabrication du glissoir va aussi apporter, je dirais, une importante mobilisation de connaissances pour établir le lieu où on doit le faire. Donc, sur le lit de la rivière des Outaouais, on doit tenir compte de son courant. Il faut aussi planifier la voie où on arrive avec le radeau. Il faut planifier les parois boisées où le radeau va être contrôlé dans sa descente. On parle du plan d'inclinaison. Donc, plus le plan d'inclinaison du glissoir est important, plus il y a danger parce qu'on accélère le radeau sur sa course. Et ne pas oublier la porte d'accès. La porte d'accès est importante parce qu'on ne peut pas accéder au glissoir lorsqu'on le veut. Il y a vraiment un gardien pour chaque glissoir. Et, Alexandre, comme on le voit, il y aura un payage qui va être chargé lorsqu'on passe chaque radeau. Alors, cette activité économique de grande ampleur va faire en sorte qu'au Canada, il y a la naissance de deux industries importantes, l'industrie forestière et aussi celle des chantiers maritimes. Donc, les cageux sont vraiment les piliers humains de ces deux industries, ces deux premières industries majeures du Canada. Où sont tous les cageux, là où sont tous les cageux? Dans les chantiers, ils sont Cette montés. magnifique photo d'Alexander Anderson, elle a été prise où? C'est une photo d'un glissoir au Rapide des Chats dans l'actuelle municipalité de Pontiac. Donc, c'est un glissoir qui nécessairement aujourd'hui a été inondé par l'arrivée finalement des barrages sur la rivière,
mais c'est là où elle a été prise. Et il faut dire qu'il y a d'autres artistes qui ont fait le trajet, dont William Henry Bartlett, qui a fait des dessins, et de ces dessins, ils ont fait des gravures. Donc, je vous en présente une ici dans les rives touristiques du Nouveau Monde. Ces gravures qui datent de 1842 et on les a publiées dans ce livre, Les rives touristiques du Nouveau Monde, comme on voit ici. Et on voit la gravure de William Henry Bartlett. Alors, on voit bien le glissoire au rapide des chats. Donc, finalement, ces deux témoins oculaires, Anderson autant que Bartlett, ils vont finalement illustrer ce qui s'est passé là-bas. Donc, on voit ici 3 Raffman sur un crib de l'Outaouais, un crib étant un radeau. Un autre radeau qu'on voit en arrière-plan a déjà passé le glissoire. Et on voit ici le gardien sur l'escalier, le gardien du glissoire. Cet escalier, d'ailleurs, on peut le remarquer sur la photo d'Anderson. Alors, c'est vraiment, on est sur le même lieu, le même espace, mais avec un quart de siècle là, de différence dans le témoignage. Il faut dire que les gravures ont été faites en Angleterre. Tout à fait. Alors, dire qu'au 19e siècle, plusieurs glissoires de ce type vont se faire. L'archétype, le premier glissoire qui va être construit, c'est le Hull Slide par le clan de Philemon Wright en 1829. Ce glissoire que l'on voit donc au Rapide des Chats, c'est 1832. J'ajouterai quelques autres glissoires juste pour nous repérer. Alors, il y a les Rapides des Joachins en 1843, Chute Calumet en 1843 également, et Portage du Fort en 1838. L'ensemble des glissoires vont être nationalisés par le gouvernement dans les années 1840. Alors, vous dire que ça va développer, en fait, l'industrie forestière va vraiment se développer à une vitesse vertigineuse à l'époque, en raison des glissoires. Il y a une image qui m'intrigue beaucoup, c'est celle de William Stewart Hunter, où on voit un sauvetage de radeaux, de cageux, qui passe dans les chutes des Chaudières qui ont 45 pieds de haut et 213 pieds de large. Pourrais-tu m'en parler? En fait, c'est un fait véridique, rapporte-t-on, dans les journaux de l'époque. C'est un accident, en fait, qui est arrivé le 2 juin 1848. Donc, voilà que 2 cageux, le matin, vers 10 heures, veulent passer le glissoire. Ils ont l'autorisation d'arriver avec le crib. Et le crib va doucement se dévier de sa trajectoire et il va vers le gouffre. Donc, l'un des 2 cageux, Baptiste Baudouin, va se jeter à l'eau et finalement prendre à la nage le glissoire. L'autre cageux s'accroche au radeau, mais ce radeau s'en va dans la chute, qui est mortelle. Heureusement, le radeau va s'appuyer sur un rocher, mais moi, je dis que le temps compte, hein? Il va y avoir des sauvetages. Donc, tant que toute cette opération se passe, il y a une foule qui va se ramasser autour de la scène. Le cageux, Paul Filardeau, est quand même à 450 pieds, 150 mètres de la rive. On va jeter une première corde, une deuxième corde un peu plus grosse, parce que finalement, il y a une communication avec la première corde. Donc, on va tirer la deuxième, on va tirer ensuite un câble. Et là, enfin, le cageux va pouvoir se nouer par les cordes, va se nouer le corps et il va pouvoir passer par-dessus, finalement, ce courant d'eau et atteindre la rive. Il est sauvé. Est-ce que cette situation est unique? Mais non. Je vous partage le 18 mai 1865. Il y a un monsieur Isidore Lavigne qui, lui, fait le grand saut. C'est la totale. Évidemment, c'est toujours des accidents, mais il va survivre. On va le recueillir au bas de la chute, sûrement éprouvé, mais il est vivant. De belles nouvelles, finalement, parmi des tragédies qui se sont terminées souvent moins bien. Ta-dee-da-dum, ta-dee-dee-day, ta-diddly-dum, ta-dee-dee-day, dum ta-dee-la-dee-dee-dum, dum ta-dee-da-dee-dee-day. Ta-dee-da-dum, ta-dee-dee-day, dum ta-dee-da-dee-dee-da. Bibliothèque et Archives Canada ont 2 œuvres qui ont attiré notre attention.
Deux œuvres d'une ressemblance remarquable. L'une des œuvres est un croquis et l'autre une peinture. Pourrais-tu nous en parler? En fait, on a travaillé avec l'équipe de Bibliothèque Archives Canada pour comprendre d'où venaient ces deux œuvres, pour les associer. Est-ce que c'est le même artiste? Et c'est Madame Cathy Cholette, qui est archiviste d'art principal à Bibliothèque Archives Canada, qui nous a donné les réponses. L'une des œuvres vient de Sir Ed, qui a été gouverneur général de la province du Canada lorsqu'il a réalisé le croquis, où il signe son nom par ailleurs. La seconde œuvre, elle va, notre spécialiste, arriver à des conclusions où finalement, on peut avoir soit Ed lui-même aurait réalisé cette œuvre-là, parce qu'effectivement, on voit le même plan. La tour Martello pleine d'Abraham, on voit le Cap Diamant, on voit aussi des vaisseaux au long cours, vraiment avec la même cambrure. Donc, on est vraiment dans la même scène, le même moment, hein, quand ces deux œuvres-là sont faites. Donc, M. Ed, peut-être, a réalisé cette œuvre-là, mais le point d'interrogation subsiste. À l'époque, beaucoup de croquis sont offerts en cadeau, un peu comme des journaux là, intimes. Donc, on peut penser que la collection qui a été dans les mains de M. Elgin, oui, sa seconde épouse a été peintre, donc possiblement sa seconde épouse aurait réalisé cette œuvre puisqu'elle avait dans sa collection personnelle le croquis de M. Ed. Et pourquoi pas imaginer que M. Ed aurait pu faire le croquis de cette scène en compagnie de son épouse, et son épouse aurait réalisé finalement de son côté une œuvre plus complète. Alors, ce mystère en est un, mais en même temps, on peut comprendre qu'on est vraiment dans un circuit très rapproché pour arriver à deux œuvres qui ont probablement une même source dans un moment précis de l'histoire. Mais on voit dans les œuvres qu'il y a du bois carré. En fait, on voit les plançons de bois carré. Effectivement, Alexandre, on est au dépôt de bois à Québec. On voit là des bois équarris manipulés par des rafman, des cageux, tout au bas. On est en plein dans ce tourbillon où Napoléon, de façon stratégique au niveau économique, va empêcher l'Angleterre d'aller s'alimenter en bois du côté de la Baltique. C'est ainsi que la couronne anglaise se retourne du côté du Canada. Et c'est ainsi que l'histoire commence pour les cageux. Sont engagés. Un bon 100 ans, ça a bien duré. Bing sur la ligne, bang sur la Dans ligne. cet épisode, nous avons découvert plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs montrant l'héroïsme des cageux. Nous espérons que vous vous êtes bien rincé l'œil. Comme notre grand jour et notre passé. Bing sur la ligne, bang sur la ligne. Laissez passer les cageux. Bing sur la ligne, bing bang.